Bonjour à tous. Après cette petite introduction, donc on va démarrer. L'idée de ce talk aujourd'hui, c'est de vous partager un retour d'expérience d'un changement d'organisation qu'on a mené avec Christopher depuis 9 mois environ, qui avait pour but notamment de redonner du sens et de donner plus de sens au job de dev au quotidien, mais pas que. C'est surtout une autre façon de piloter les équipes pour essayer de maximiser l'impact qu'elles ont au quotidien sur les résultats de la boîte et de l'entreprise, à savoir meilleurs agents. Très rapidement, on se présente. Donc, je m'appelle Nicolas, donc je suis le CTO chez Meilleurs Agents. Ça fait environ 3 ans que j'y suis. Avant ça, j'étais également CTO dans une autre startup. Et j'ai un passé de consultant avant dans une entreprise qui s'appelle Octo Technologies. Voilà, et on se connaissait avec Nico d'Octo Technologies, et donc je l'ai rejoint il y a 1 an et demi en tant que lead product manager. Alors, Meilleurs Agents, on va faire très rapide. L'idée, c'était pas tant de vous présenter l'entreprise en tant que telle que plutôt de vous donner un certain nombre de caractéristiques qui, vous le verrez, ont un impact également sur les choix et la façon de mener le changement qu'on a voulu faire. Donc, c'est une plateforme. Son objectif est simple, c'est de mettre en relation 2 populations qui ont parfois du mal à se rencontrer. Donc, des particuliers qui ont un projet immobilier d'un côté et des agences immobilières de l'autre côté. Donc, notre but, c'est de favoriser cette mise en relation. Les particuliers viennent notamment chez nous parce qu'on a de la data de qualité sur le marché de l'immobilier, sur les prix, etc. Très rapidement sur les produits, donc on produit les informations de prix dont je vous ai parlé, des cartes avec une particularité qui est qu'on est capable de mettre un prix sur quasiment tous les bâtiments en France. Ça demande beaucoup d'engineering, beaucoup de data engineering, etc. Et sur la partie de droite de l'écran, vous voyez la recommandation d'agence, pareil, à base d'algorithmes, etc. On essaye d'être les plus précis possible pour favoriser cette rencontre entre ces 2 populations. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est plutôt de vous partager un retour d'expérience. Donc c'est pas de vous dire on a trouvé la formule parfaite d'organisation des équipes, mais plutôt, en fait, on s'est posé il y a à peu près 9 mois, on s'est dit c'est le bon moment pour essayer de changer la façon dont on travaille. On vous expliquera pourquoi c'était le bon moment pour nous. Et puis on s'est dit ça va être assez simple, voilà comment on bosse, c'est A, on va aller à B, ça va être une ligne droite tranquille, puis on va y arriver, puis 9 mois après, tout se sera bien passé. La réalité, c'est que comme tout changement, en fait, ça s'est suivi par une grosse phase de chaos de laquelle on n'est pas encore complètement sorti. Dans cette phase de chaos, on a appris beaucoup de choses, et donc on avait envie de vous partager ce qu'on a appris. Comme ça, si vous avez envie de changer la façon dont vous travaillez dans vos équipes, vous aurez au moins des premières erreurs qu'on a commises, et puis quelques solutions pour ne pas les commettre. Alors si on commence, pourquoi est-ce qu'on a voulu changer de mode de travail et passer à ce mode Impact Team? La première chose qu'on a voulu faire, c'est augmenter l'implication des équipes en leur donnant un objectif chiffré. C'est vraiment ce que montre cette image. Notre conviction, c'est que les bonnes équipes, elles travaillent quand elles ont un but commun et qu'elles travaillent en autonomie pour essayer d'atteindre ce but commun. Alors quand on parle d'objectifs chiffrés, ça peut être des choses assez macro. Nicole disait, on est une plateforme, donc ça peut être, on veut augmenter le nombre de particuliers qui rencontrent des agents immobiliers sur notre plateforme. Ça, c'est un gros objectif quasiment pour toujours de notre plateforme. Et donc on a des plans pour essayer de le faire bouger. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus micro, des choses à l'échelle d'un projet, où on a un projet qui ambitionne de bouger un taux de conversion sur un parcours spécifique. Et donc là, c'est aussi un objectif. Et donc on va donner des objectifs de taille à peu près différente aux équipes. Quand on s'est dit qu'on voulait travailler sur ces objectifs, en fait, on a voulu passer d'un mode de roadmap, peut-être que vous avez ça chez vous, finalement, on a la roadmap, à 1 an. Donc pendant 1 an, on se dit on va faire ces 45 projets. Au bout de 2-3 mois, on sait déjà qu'on ne les fera pas tous, donc on essaie de rattraper le temps tout le reste de l'année pour essayer de réussir à livrer le plus de choses possible. Ce qu'on s'est dit, c'est plutôt que de lancer toutes ces flèches, quitte à rater parfois la cible, on veut en lancer beaucoup moins, mais on veut être sûr d'atteindre un impact avec nos équipes. Et donc du coup, on veut essayer de gagner du temps en faisant peut-être moins de projets, mais en laissant l'équipe travailler sur les bons, et donc du coup s'organiser pour tuer certains sujets ou investir plus fort sur les sujets qui ont l'air de marcher. Bon, l'autre chose, c'est que dans la plupart des entreprises qui grandissent, et c'est notre cas, parce qu'on a eu un effort de recrutement qui a été très important sur les 18 derniers mois, finalement, vous avez tendance rapidement à avoir une séparation du travail qui va se faire de plus en plus. Alors ça tient à la diversité des profils qu'il faut pour composer une équipe produit, une équipe technique, de la data, etc. Mais au-delà de ça, vous pouvez tomber dans un écueil qui est de faire du top-down la plupart du temps, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent plutôt à ce qu'il faudrait faire, et des gens qui sont plutôt dans l'exécution. Et donc, une des choses qu'on voulait faire avec ce changement, c'était aussi de se dire, on passait énormément de temps à recruter. À titre personnel, environ 40% de mon année dernière a été consacré à faire des entretiens, du recrutement, à me poser tout un tas de questions sur comment on construit l'équipe. On s'est dit que c'était un peu dommage finalement d'avoir des gens dans les équipes à qui on demandait majoritairement d'exécuter, sans prendre le temps de les impliquer plus en amont,
justement sur un objectif chiffré, donc OKR, Objective Key Result, sans prendre le temps d'avoir leurs inputs et sans forcément les impliquer sur une construction un peu plus large d'un produit, d'une entreprise, et simplement de ne pas être toujours dans l'exécution. Donc ça, c'était l'autre chose qu'on cherchait avec ce changement, pas uniquement de l'efficacité, mais également de l'implication, même si évidemment les deux sont intimement liés. C'était aussi le bon moment pour changer, donc ça c'est un sujet important et un des messages qu'on voulait vous passer. Je pense que dans toute organisation, on se pose régulièrement la question de savoir si la façon dont on travaille est adaptée à ce qu'on a envie de faire. Nous, on a décidé de mener ce changement à un moment assez particulier, qui était qu'on avait déjà fait un effort de recrutement assez important, donc les équipes étaient plus conséquentes. On avait déjà pu mettre en place des basiques de l'agile, on avait déjà réussi à avoir plusieurs équipes qui travaillaient sur différents sujets. Donc en fait, on avait une certaine masse critique qui était assez intéressante, et des équipes qui avaient déjà commencé à travailler de manière plus autonome, donc c'est-à-dire un peu la phase d'après de la start-up, qui commence généralement avec une équipe, plus ou moins grosse, qui fait un peu tout. On avait déjà mené un certain nombre de choses et on s'est dit, on commence à avoir des bases qui sont plus solides, donc c'est peut-être le moment d'aller un cran plus loin et de travailler sur la suite de ce qu'on avait envie de mettre en place. Avant d'amorcer ce changement, évidemment, il y avait quelques prérequis. On ne serait pas parti la fleur au fusil, on n'aurait pas démarré si déjà on n'était pas à peu près mature sur les pratiques agiles et lean. Si on n'avait pas déjà des mécanismes qui nous permettent régulièrement de se poser des questions, d'essayer de s'améliorer, de voir si ce qu'on a mis en place fonctionne ou ne fonctionne pas. Quand on a commencé à se parler de ce changement, on en était à notre 50e sprint de 2 semaines. Donc ça faisait un moment qu'on rodait les pratiques. On avait aussi mis en place une méthode quasiment systématique d'hypothèse, mesure, conclusion. On reviendra dessus un petit peu après. Mais en gros, dès qu'on réalise quelque chose dans l'équipe, c'est pour essayer de valider une hypothèse. Et donc en fait, on a une hypothèse de travail. On va réaliser un développement qui va nous permettre d'avoir des mesures. Par rapport à ces mesures, on va conclure, on aura appris des choses et ça va nous redonner d'autres hypothèses sur lesquelles on va aller travailler ensuite. Pour pouvoir mesurer, on vous parle d'objectifs chiffrés depuis le début, il faut évidemment de solides capacités à mesurer. Donc nous, on utilise Google Analytics, ça c'est standard. Par contre, on a tagué l'intégrité de notre site. Donc dès que vous cliquez sur un élément du site, on a l'information et donc on peut faire des études statistiques dessus. Et le dernier point qui est un petit peu à contre-courant, je sais qu'il y avait une présentation sur le remote aussi juste avant nous. En fait, nous, on croit beaucoup à la colocalisation des équipes. Pour le coup, alors c'est lié aussi à la structure de notre entreprise. On n'est pas une entreprise qui est née dans du remote, on est plutôt né colocalisé. Ce qu'on a vu en tout cas, c'est que rien que le fait que d'asseoir les personnes d'une même équipe à la même table, c'est-à-dire pas juste la table d'à côté, pas juste 1 mètre à côté, mais à la même table, ça a vraiment augmenté très fortement la capacité des équipes à s'auto-gérer et à s'auto-organiser. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, ça paraît un peu bête, on a déménagé récemment, jusqu'à récemment, on ne pouvait pas asseoir tous les gens autour d'une même table dans une équipe. Donc là, de pouvoir le faire, ça nous aide. De la même façon, côté tech, mener un changement comme ça veut dire basculer d'un mode, je crois que la présentation d'avant en parlait également, où vous attendez principalement qu'une équipe produit, une équipe de développement industrialise des choses, c'est-à-dire que l'idée a été proposée et le but, ça va être de développer et de produire la fonctionnalité du mieux possible, à un mode où vous allez alterner des phases qui sont des phases de test, je veux savoir le plus vite possible si cette idée est bonne ou pas, et des phases, une fois que l'idée a été validée, d'industrialisation, où là, vous allez essayer de faire les choses les plus correctement possible. Un certain nombre de prérequis, je pense, d'un point de vue tech, qui permettent d'aller plus vite, et donc du coup d'accélérer cette phase où vous allez vouloir tester vos idées, c'est d'avoir quand même quelque chose qui vous garantit qu'à chaque fois, vous n'allez pas tout casser. Donc, premier point, le harnais de tests automatisé. Alors, il y a différents types de tests derrière, des tests unitaires, des tests fonctionnels. Il y en a toute une famille, mais c'est quand même une garantie quand vous allez déployer vos tests, quand vous allez tester votre idée, que vous n'allez pas tout casser par ailleurs. Deuxième chose, nous on a une chance, c'est qu'on sur notre plateforme on a beaucoup de trafic sur la partie grand public, donc c'est un super contexte pour expérimenter. Expérimenter, ça veut dire tester rapidement l'idée. Quand on va tester une idée, généralement on va avoir la possibilité de splitter notre trafic, c'est-à-dire de mettre un pourcentage du trafic sur la nouvelle feature et le reste sur l'ancienne feature, de mesurer, d'apprendre et puis de regarder si ça va dans le bon sens. Je pense que pour mener le changement qu'on a mené, c'est-à-dire cette capacité à tester, si vous n'avez pas ce genre de base technique qui vous permettent de le faire facilement, potentiellement vous allez vous mettre dans une situation où ça va être compliqué de mesurer et de conclure. Troisième point, qui vient directement avec le premier, la capacité à déployer du code en continu, encore une fois sans tout casser, c'est évidemment un prérequis qui est très important, puisque si à chaque fois que vous avez un test à mener, vous prenez 3 jours, 4 jours, 10 jours à déployer parce qu'il y a tout un tas de choses à faire manuellement, et qu'en plus vous avez un risque d'erreur qui est important, finalement mener cette démarche et ce changement, c'est vraiment plus compliqué. Le dernier point, on l'a mis en prérequis, est-ce que c'est vraiment un prérequis ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas,
on a noté quelque chose, et on l'avait fait plutôt par conviction au départ que vraiment pour mener ce changement, c'est qu'on a des gens dans les équipes aujourd'hui, dans les équipes de développement notamment, qui sont capables de passer d'un sujet à l'autre. Et sur une plateforme comme nous, qui va traiter avec deux typologies de clients, des particuliers d'un côté, donc avec des problématiques de web grand public, des agences de l'autre qui vont plutôt utiliser un logiciel en SaaS, l'orga classique, ça aurait pu être de dire, bon, en fait, il y a une équipe qui va s'occuper des agences, il y a une équipe qui va s'occuper des particuliers, et puis voilà, et puis même en termes de techno, c'est pas obligé d'être exactement la même chose, etc. Nous, ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, quand on se met en mode test, quand on veut piloter par des OKR, bah souvent, on va bouger les choses, on va des fois changer d'objectif, il va y avoir voilà, une certaine agilité nécessaire pour être capable, encore une fois, de mener ce changement, et du coup, d'avoir des gens qui sont pluridisciplinaires, qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de bouger sur un autre contexte. Finalement, en termes de gains d'agilité au quotidien, c'était quelque chose qui était intéressant pour nous, et du coup, voilà, c'est rétrospectivement plutôt quelque chose qu'on vous recommanderait si vous voulez faire ce genre d'organisation. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti, pourquoi on ne fait pas une présentation aujourd'hui en vous disant on a fait des feature teams, organisez-vous comme ça. En fait, c'est parce qu'on a eu une conviction avec Nico qui est qu'on peut s'organiser en feature team, on peut travailler sur un périmètre fonctionnel, sur un bout du funnel de conversion, sur un sujet, un thème, par exemple B2B, B2C, nous on a cet enjeu-là, on est une plateforme, sans garantie de travailler forcément sur les bons sujets. C'est-à-dire que mettre en place des feature teams ne va pas garantir que vos équipes travaillent sur les bons sujets. Si on le résume, ça serait continuer à développer efficacement peut-être les mauvais produits. Alors que quand on va se baser sur un objectif, là on voit immédiatement si ce qu'on fait a un impact sur l'objectif positif ou négatif. Donc c'est pour ça qu'on a préféré organiser nos équipes de manière pluridisciplinaire. Donc on a tout ce qu'il faut dans l'équipe pour aller de l'idée à la mise en production. En responsabilité d'un objectif chiffré clair, on s'est basé sur les méthodes OKR qui viennent de Google. Bon, il y a de la littérature sur le sujet, on vous laissera vous renseigner, ce n'est pas une presse sur le sujet. Qui a complète autonomie sur sa façon de l'atteindre. Et donc ça, notre conviction, c'est que ces équipes-là vont être les plus performantes, les plus efficaces pour faire bouger des choses importantes pour l'entreprise. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que ces équipes ne sont pas forcément stables dans le temps. On peut avoir des équipes, comme le disait Nico, qui vont être mobiles, qui vont changer d'objectif, qui vont aussi se déformer, reformer. Donc on va avoir une bonne dispersion de la connaissance, en tout cas distribution de la connaissance dans les équipes. Ce qu'on a mis en place aussi, puisqu'on est en train de grossir, on s'est inspiré immédiatement des guildes promues par Spotify pour avoir aussi une guilde des UX designers, des product managers, des front-end, des back-end, pour aussi garantir un partage de la connaissance. Parce que le risque quand on met en place ce type de méthode, c'est commencer à créer des silos, mais dans les métiers. On n'est plus sur des silos fonctionnels, on est sur des silos de métiers. Donc on essaie de faire attention à ça. Il y a forcément de nombreux changements pour mettre en place cette méthode. L'idée, c'est qu'on vous en parle, qu'on vous les présente, et puis qu'on vous dise aussi ceux qui ont plutôt été des succès et ceux où on s'est plutôt raté. Alors, le premier sujet, c'est le sujet du CODIR. Bon, moi, j'en fais partie de ce CODIR. J'ai observé plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc déjà, il faut avoir, comme tout changement dans une organisation, Meilleurs Agents, on est une entreprise d'environ 200 personnes, qui fait un certain chiffre d'affaires, qui a déjà une façon de travailler, etc. On ne peut pas faire un changement à la hussarde où on va se dire un matin, ça y est, on change notre façon de travailler, on prévient personne et tout va bien se passer. Donc déjà, c'est important d'avoir un mandat clair sur le fait qu'on peut travailler sur la façon de travailler. Et c'est important d'avoir du support du CODIR d'une manière générale. Alors CODIR, COMEX, je ne sais pas quel acronyme vous avez dans vos organisations. La première chose qu'on peut noter, c'est que chez nous, le fait de vouloir utiliser des OKR pour piloter l'entreprise d'une manière générale, ça déjà c'était la volonté du CEO. Donc indépendamment de nos réflexions à nous sur l'organisation, on avait déjà quelqu'un qui était plutôt moteur pour apporter ce changement et avoir envie de vraiment piloter sur de l'objectif et sur de l'impact. La deuxième chose, c'est que malgré ça, et en fait malgré le fait qu'intellectuellement tout le monde était d'accord pour dire on veut donner du sens au travail de chacun, on embauche des gens intelligents, on veut que tout le monde contribue, en fait ça va venir casser plein de réflexes assez naturels. Réflexe le plus évident étant, moi j'ai une idée de feature, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc je sais que c'est la bonne feature qu'il faut faire. Ok, mais voilà, du coup, ça vient un peu à l'encontre de ce qu'on essaye de faire et de la méthode qu'on essaye d'avoir. Donc c'est des choses, ça paraît un peu trivial de le dire comme ça, mais il faut vraiment y travailler. Ça veut dire concrètement, pour ceux qui veulent pérenniser ce changement, il faut repasser du temps, des fois à réexpliquer, des fois à recorriger des vieux réflexes. Et c'est vraiment un travail qui est important et un travail de fond, parce que si vous n'avez pas cet alignement entre le management de l'entreprise et le reste des changements que vous voulez faire, vous pouvez continuer d'essayer de travailler sur le sujet, mais à mon avis, ça sera assez peu efficace.
Du coup, on arrive à un mode où c'est ce qu'on a dit, tout le monde peut contribuer. Donc en fait, à partir du moment où on a l'objectif qui est clairement déterminé, tout le monde dans les équipes, les développeurs, les UX, le produit. Donc on a un peu cassé cette tour d'ivoire des product managers qui sont omniscients et qui vont savoir que ça c'est la bonne feature, ils en sont certains. Donc c'est celle-là qu'on va faire et il n'y a qu'eux qui peuvent donner des bonnes idées. Et là on passe à un mode où tout le monde peut donner des idées. Par contre, à partir du moment où tout le monde donne des idées, il va falloir qu'on les passe un peu dans une grille qui nous permette de les comparer. Parce que sinon, comment on fait pour dire l'idée du product manager versus l'idée de l'UX designer versus l'idée du codir, qui gagne? Ça, c'est la grande question qu'on s'est posée. Alors là, on n'a aussi pas réinventé la roue. En fait, on s'est appuyé sur une méthode qui s'appelle le RICE, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Merci à Intercom, qui a popularisé cette méthode. En fait, c'est une méthode qui va prendre 4 facteurs, qui va mesurer le reach, donc le volume de la population qu'on va pouvoir toucher avec cette fonctionnalité, l'impact que cette fonctionnalité ou ce produit aura sur l'objectif chiffré, évidemment notre niveau de confiance. Est-ce qu'on est serein? Est-ce qu'on pense que c'est vraiment une bonne idée de faire cette fonctionnalité ou non? Et on va diviser tout ça par l'effort que ça va nous coûter pour faire cette fonctionnalité. En pratique, ça donne des tableaux, en fait. Assez simplement, on a projet A, projet B, projet C, on a des porteurs par projet. On liste en tant qu'équipe tous les faits, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu sur le marché, ce qu'on a déjà appris, qui nous permet d'être serein qu'on va faire, si on fait cette fonctionnalité, c'est la bonne, donc qui va monter notre indice de confiance. Et puis on fait un score, et puis à la fin on a des scores avec souvent des écarts très différents. Ce qui est intéressant avec les méthodes d'Impact Team, c'est que ce RICE, il a toujours été très difficile pour moi à mettre en œuvre. Je vous prends un exemple, on a 2 populations, une population B2B, une population B2C. Si on ne cherche pas à faire bouger un objectif particulier, le reach va être déséquilibré. On a plus d'1,5 million de visiteurs par mois sur le site. On a 25 000 agences immobilières. Donc directement, en fait, un de nos facteurs multiplicatifs de reach a un problème. Alors que là, si on est sur un même objectif, on compare vraiment les mêmes choses, et donc on est capable d'avoir ce tableau de scoring. Ce qui est important aussi, c'est ce que j'ai mis en rouge sur ce tableau, c'est que parfois on a un indice de confiance qui est très bas. Quand on a un indice de confiance, se pose alors la question, est-ce qu'on se sent prêt d'y aller et d'investir? Donc est-ce qu'on a un bon niveau de confiance? On y va, on crame de l'argent sur le sujet. Ou est-ce qu'on a besoin de tester, et donc là on va plutôt se mettre en ordre de bataille pour faire des petites choses, peut-être des choses à la main, peut-être du quali, pour monter notre niveau de confiance avant d'investir plus fort sur cette fonctionnalité. Donc ça nous permet de l'identifier. Après, il y a évidemment des choses qui sont, il y en a qui sont simples à tester, il y en a qui sont beaucoup plus complexes à tester, et donc il y a des choses aussi où on va se dire, en fait finalement le coût pour tester versus le coût pour faire est quasiment iso, et donc là on va se lancer, c'est un pari, mais on sait que notre niveau de confiance initial est peut-être pas très élevé. Et évidemment, comme dans toute organisation, il faut trouver l'équilibre entre pas mal de choses. Parce que là, on vous a dit, on veut travailler sur des objectifs chiffrés, on veut des OKR, on veut du coup focaliser les équipes la majorité de leur temps pour qu'elles travaillent là-dessus. Donc encore une fois, soit en mode test, soit en mode j'ai validé mon idée et du coup je veux l'industrialiser. Mais bon, je pense que tous ceux qui font des produits, de la technique dans la salle savent qu'il y a plein d'autres choses à gérer au quotidien. On vous en a mis quelques exemples. Un très bon exemple qui me fait sourire maintenant, qui m'a un peu fait sourire, un peu moins sourire il y a 3 semaines. Google Maps augmente subitement ses prix et change ses prix. Et donc globalement, on se retrouve avec x10 ou x15 des prix sur un site comme Meilleurs Agents qui fait de l'immobilier, donc de la géographie, qui affiche des cartes à peu près partout. Autant vous dire que quand moi je suis en vacances et que je lis cet email, je me dis qu'a priori je vais avoir 2-3 sujets à gérer le lundi suivant. Et ça vous tombe dessus, vous avez des équipes qui sont organisées, qui sont tendues vers un objectif, et pour autant, pour tout un tas de raisons, là en l'occurrence c'est une raison financière, il faut changer, et il faut changer vite. Donc c'est important d'avoir toujours de la bande passante pour être capable évidemment de se réadapter et de faire autre chose que uniquement répondre à vos objectifs et développer les features qui vont y répondre. J'aimerais beaucoup vous dire qu'on est dans un contexte où nous n'avons pas de bugs, c'est faux. Nous en avons quelques-uns, pas trop, mais il y en a certains à gérer. Mais pareil, en fait, une fois que vous avez réfléchi à ces ratios et à comment vous voulez équilibrer le temps que vos équipes passent à faire des choses, mais vous avez aussi la possibilité de tuer un certain nombre de mythes, notamment dès qu'il y a un bug, il faut le corriger. Bon, mais j'ai un scoop pour vous, en fait, il y a certains bugs chez Meilleurs Agents qu'on ne corrigera probablement jamais. Je pense que l'entreprise ne s'en portera pas plus mal. Mais en tout cas, la question d'allouer du temps, du budget sur un certain nombre de sujets, c'est vraiment quelque chose qui est clé, et particulièrement dans ce genre de méthode, où subitement on pourrait se mettre à uniquement atteindre l'objectif et rien d'autre. Alors très concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est que on s'était dit qu'on voulait passer la majorité de notre temps, évidemment, à travailler sur les OKR. On s'était dit aussi qu'on voulait conserver un ratio de maintenance, un ratio d'un certain nombre d'autres sujets à traiter.
Mais finalement, on s'était dit ça sans forcément faire plus, sans forcément mesurer réellement le temps que passaient nos équipes à travailler sur un sujet ou sur un autre. Ça, en fait, ce graphe, ça vous montre sur un trimestre, donc le premier trimestre de cette année, où est-ce qu'on a vraiment passé notre temps en tant qu'équipe. Donc en tant qu'équipe, je parle de la partie produit, donc Product Manager UX, et la partie développement, donc chez nous, Dev Front, Dev Back. Okay, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même passé la majorité de notre temps à travailler sur les OKR, donc environ 70% du temps. C'est plutôt un bon ratio. Moi, je me rappelle de mon passé de consultant, quand on allait dans des structures plus grosses, souvent plus anciennes, où des fois on avait des ratios un peu inversés, c'est-à-dire c'était plutôt 70% de maintenance, 30% d'innovation. Donc premier enseignement assez intéressant. Globalement, on est plutôt en train de travailler sur des nouvelles choses et du coup d'apporter de la valeur ajoutée. La partie MCO, donc en fait ce qu'on compte là-dedans, c'est les bugs et toutes les évolutions techniques qui sont nécessaires pour continuer d'assurer une qualité de service et faire en sorte que ça fonctionne correctement. 18% de notre temps environ. Et puis une dernière partie, en fait, qu'on a tendance parfois à mettre un petit peu sous le tapis, en tout cas en termes de temps investi et de temps passé, c'est qu'on est dans une phase de croissance, donc on recrute, donc les équipes grossissent, donc il y a plus de suivi au quotidien à faire si on veut faire du management correctement, avoir le bon niveau d'accompagnement des équipes. Et donc voilà, ça vous donne les ratios, en tout cas chez nous, après le changement et après quelques mois, globalement voilà où on passe notre temps. Il y a aussi beaucoup de changements, évidemment. Au-delà de ces principes qu'on vous a montrés, il y a des changements en amont, il y a des changements du côté du management de l'entreprise. Il y a aussi des changements dans le quotidien des équipes, notamment côté produit et tech, à l'exécution. On va vous en partager un certain nombre. Le premier, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. C'est très bizarre, en fait, quand vous commencez à dire à un dev, en fait, tu as le droit d'écrire du code qui est un peu crade, on va le mettre en production assez vite et on va vouloir apprendre pour savoir si la fonctionnalité marche ou pas. Parce que de manière légitime, et notamment ceux qui sont les plus expérimentés, qui ont déjà vécu dans d'autres boîtes, quand on leur dit ça, la petite cloche que ça fait sonner chez eux, c'est « Ok, je la connais cette histoire, tu me dis ça, mais en fait dans 3 ans, j'aurai toujours le bout de code qui est en prod, c'est moi qui devrais le maintenir, et on va faire plein de bugs, et en fait ça ne va pas fonctionner correctement. » Donc nous, on était convaincus que si on voulait aller plus vite, il fallait qu'on teste plus. Donc ce qu'on a fait simplement, en fait, c'est déjà de se mettre autour d'une table pour expliquer ce qu'on voulait faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a passé un contrat assez clair entre les équipes produits et les équipes tech. Le contrat, c'est le suivant. On va te demander d'aller vite et donc de ne pas faire toute la qualité, tous les tests, tout un tas de choses qu'on pourrait s'attendre naturellement à faire quand on développe une fonctionnalité. On va te demander d'en faire le minimum pour être capable d'avoir la mesure. Par contre, si ce test est concluant, dans ces cas-là, tu auras tout le temps nécessaire pour être capable de faire les choses correctement et du coup de respecter un certain nombre de standards qualité. Donc chez nous, notamment, une couverture de tests unitaires, la capacité à déployer de manière automatisée. Voilà, tout un tas de choses qu'on va vouloir avoir pour des choses qui sont industrielles et qu'on veut pérenniser dans le temps. Du coup, une fois qu'on est d'accord là-dessus, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller le plus vite possible. Donc assez souvent, on va faire des maquettes en bois et puis on va se jeter à l'eau, on va envoyer nos produits. On a des exemples où, en fait, en 1 heure, on n'arrête pas de se poser la question, est-ce que telle feature, elle va marcher, elle va pas marcher. On se met dans une pièce, en 1 heure, on a mis le bouton, on l'a mis en prod, fin de semaine, on sait que les gens cliquent dessus, qu'il y a une appétence et du coup, on peut y aller. Ce qui est important, c'est quand on va multiplier les tests, on va multiplier les apprentissages. En plus, on va les multiplier autant qu'on aura d'équipes. Et du coup, comment on fait pour ne pas se retrouver dans une situation où 6 mois plus tard, en fait, on se repose des questions qu'on s'est posées il y a 6 mois dans une autre équipe et l'apprentissage n'a pas été partagé. Donc ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un template qui est commun dans l'équipe produit, qui ressemble à ce que vous voyez là. En gros, on essaie de lister sur un même écran, un même slide, la maquette qu'on a testée, les faits qui nous ont poussés à faire ce test, qu'est-ce qu'on savait à l'époque où on s'est lancé dans ce test, une hypothèse, là on supposait qu'une partie des contacts, si on supprimait cette étape d'un formulaire en étape, allait continuer jusqu'à la fin du parcours. On a mené le test sur une partie de notre trafic et on a eu un résultat qui nous a validé en fait notre hypothèse et qui a fait qu'on a pu se dire est-ce qu'on enlève cette étape ou non par rapport à ce qu'elle rapporte par ailleurs. Donc ces carnets d'hypothèses en fait grossissent, on se les partage de plus en plus dans l'équipe. Évidemment, on jette énormément. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas gâché trop de temps, parce qu'on jette des tests, des choses qu'on a vraiment juste tentées, mais il y a énormément de choses. Il n'y a pas longtemps, on en reparlait dans l'équipe, on se disait, mais imaginez si on avait investi vraiment tout le temps à fond sur tous les projets qu'on a jetés, il y a peut-être une des équipes qui aurait jeté ce qu'elle a fait pendant un trimestre entier. Donc du coup, on aurait eu un gâchis gigantesque. Donc on est assez heureux de tester, de faire ces petits tests, et puis après d'industrialiser. Donc industrialiser, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, si on le résume très simplement, ça veut dire faire correctement les choses, en tout cas pour
des sites comme les nôtres où il y a du trafic, etc., on s'est défini, comme je pense dans toute équipe, un certain nombre de standards qu'on voulait respecter. Donc je vous l'ai déjà dit, des tests automatisés, c'est la première chose. Une capacité à déployer rapidement et de manière automatique. Mais au-delà de ça, parfois on va mener un test sur une partie du trafic. Ça va marcher pour 10% du trafic, mais quand on va vouloir passer à l'échelle, il va y avoir un effet de seuil qui va faire que, par exemple, l'architecture technique qu'on a mise en place n'est plus la bonne. Donc industrialiser, ça veut dire aussi se reposer la question par rapport à un contexte donné et une feature donnée, peut-être de repenser la façon dont on va construire les choses, dont on va stocker la donnée, etc., jusqu'à temps d'avoir quelque chose dont on est satisfait et qu'on va pouvoir développer pour, on l'espère, avoir quelque chose d'assez pérenne. Donc en fait, le schéma qu'on essaye d'avoir à l'esprit quand on travaille dans nos équipes, c'est ce schéma-là. En fait, on passe notre temps à alterner entre des phases de discovery, des phases de recherche, on essaye d'augmenter notre confiance, de trouver les bonnes idées, et des phases de delivery où soit on va livrer quelque chose de tout petit qui va aller très vite en prod pour le test et pour apprendre plus et pour nous redonner d'autres idées et continuer notre discovery. Donc on fait cet aller-retour. Soit c'est bon, on a un niveau de confiance qui est suffisant et on peut rentrer dans une phase où on a moins besoin d'aller découvrir des choses, plus besoin d'industrialiser, c'est ce que disait Nico, et donc là, on est plutôt dans la partie droite du schéma et là on va investir le temps qu'il faut. Et donc essayer de ne pas rester ces fameux mois avec une fonctionnalité un peu bancale en production, parce qu'elle a marché, mais qu'on n'aurait pas pris le temps de la faire jusqu'au bout maintenant qu'elle fonctionne. La communication. On a changé des choses. On a une quête qui est l'autonomie des équipes, donc c'est-à-dire qu'au quotidien, elles puissent travailler sur leur sujet, travailler sur leur objectif. Néanmoins, ça ne nous abstient pas de partager notre travail avec le reste de l'entreprise, évidemment notamment avec le management de l'entreprise, simplement pour donner de la visibilité sur ce qu'on est en train de faire, mais également dans une phase de changement, rassurer tout le monde, expliquer qu'on est bien sur les bons sujets, etc. C'est un sujet qui est clé, évidemment, changement, qui dit changement dit explication, etc. Mais au-delà de ça, dans le mode de travail dont on est en train de vous parler, quand vous passez votre temps à faire des tests, je vais vous donner un exemple très concret, mais si je change pour 10% du trafic une feature de mon site web, que pendant ce temps-là, au téléphone, j'ai 50, 60 commerciaux qui démarchent des agences immobilières et qui leur font une démonstration du site, si vous ne les avez pas prévenus à l'avance des tests que vous êtes en train de faire, potentiellement, quand ils pensent faire la même démo que d'habitude, subitement, ils vont tomber dans le cas où en fait, ils vont être sur les 10% qui ont autre chose sur l'écran. Donc, c'est des choses bêtes, mais c'est aussi ça qui peut faire qu'à la fin, le changement que vous souhaitiez et qui, on pense, est bénéfique pour l'entreprise, peut revenir un peu en arrière parce que finalement, vous mettez le reste de vos collègues dans une situation d'inconfort. Malgré ça, on fait de l'agile, donc de l'agile au sens un peu plus classique du terme. Notamment, on a gardé un certain nombre de rituels de Scrum, dont les démos. Donc, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on va présenter le résultat du travail des équipes produits, tech et data, d'ailleurs, au reste de l'entreprise. La chose qui a changé dans ces démos, qui était déjà en place par ailleurs, avant qu'on décide de travailler sur ces impact teams, c'est simplement de partager 2 choses. Évidemment, les fonctionnalités qu'on a réalisées et qui ont été déployés sur le site, mais également tous les apprentissages qui ont été faits dans l'équipe. Et un apprentissage, ça peut être j'ai appris que quelque chose fonctionnait très bien et du coup la phase d'après sera de l'industrialiser, mais ça peut être simplement un échec. Voilà, en fait j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné correctement. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous vous forcez à faire cet effort de communication, eh bien, finalement vous gommez un peu l'effet qui est quelqu'un a proposé une idée, vous l'avez testé, vous avez les résultats, donc vous savez qu'en fait cette idée ne fonctionne pas. Mais si vous ne lui communiquez pas et vous n'expliquez pas les raisons et le pourquoi ça ne fonctionne pas, finalement, encore une fois, vous pouvez créer de l'inconfort, parfois de l'incompréhension aussi, pour savoir simplement pourquoi l'idée n'a pas été retenue. Donc c'est important de prendre ce temps. La démo, c'est un moment important chez nous. Et donc du coup, partager les deux, à la fois ce qui est industriel, à la fois ce qui est de l'apprentissage, on pense que c'est quelque chose qui est intéressant à faire et à reproduire si vous avez envie de tester ce genre de méthode. Et puis en fait on a raté quand même, c'est-à-dire que la communication, je crois me souvenir de quelque chose qui disait qu'il fallait un émetteur, un récepteur. Donc nous, côté émetteur, on avait l'impression qu'on faisait bien notre boulot, que la communication était claire, que c'était fluide, qu'on partageait le bon niveau d'information. Puis finalement on a eu le petit retour de flamme et c'est arrivé assez récemment, donc finalement quelques mois après avoir changé, pour dire bon c'est bien sympa votre truc, mais finalement c'est quand même un peu l'anarchie, est-ce que vous travaillez vraiment sur les bons sujets, est-ce que vous avez vraiment avancé tant que ça, etc. Et on aurait pu se dire, bon, en fait, personne n'a rien compris et c'est un peu fatigant. Mais finalement, quand on prend un petit peu de recul, on se dit, voilà, on a quand même demandé un changement important, on a demandé de l'autonomie, on a demandé qu'on nous fasse confiance, tout simplement. Peut-être qu'en fait, tout simplement, on n'a pas suffisamment expliqué les choses, ou en tout cas pas suffisamment créé le contexte où on donnait l'impression que tout le monde pouvait
participer, proposer des idées et simplement avoir le droit à un niveau de visibilité sur l'avancement de ce qu'on faisait. Tout à fait. Et puis vous savez comment c'est le changement. Souvent, quand on passe d'une version A à une version B d'organisation, en fait, on allait un peu trop dans un extrême. On est passé de notre roadmap avec nos 45 projets à bon, il n'y a plus de roadmap. Et puis, on verra bien ce qui sort. C'est un petit peu caricatural, mais c'était pas loin d'être ça quand on a fait cette phase de changement. Du coup, ce qu'on a essayé de faire pour rattraper les choses, c'est deux choses. En fait, la première, c'est d'essayer de créer un rituel supplémentaire qu'on a appelé un comité de pilotage. En fait, c'est un rituel où on va se poser l'équipe, une des équipes autonomes et le comité de direction. Et en fait, cette équipe va présenter ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle a appris et ce qu'elle pense être les bonnes choses à réaliser pour continuer d'atteindre son objectif. Et ce comité de pilotage, on a aussi cherché tous les combien il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois? En fait, on est tombé sur 6 semaines. Dans la littérature d'à peu près tous les gens qui font ça, ils tombent sur 6 semaines. En fait, quand on l'a testé à 6 semaines, on s'est rendu compte que 6 semaines, c'était suffisamment court pour que tout le monde dans la salle se rappelle ce qu'on s'était dit qu'on ferait. On n'a pas repassé 2 heures sur « alors rappelle-toi, le plan, c'était ça ». Et c'est suffisamment long pour avoir eu le temps de commencer à faire des choses. Et donc du coup, ça permet de commencer à montrer des résultats, de commencer à montrer un plan, un chemin, tout en se rappelant de ce qu'on s'était dit qu'on ferait. Sur l'organisation, alors il y a aussi beaucoup de littérature dessus. Nous, on s'est inspiré de ce que faisait Netflix. Donc, il y avait un VP produit chez Netflix qui, autour de 2008, s'est posé les questions qu'on se pose aujourd'hui, en 2018, et du coup, qui a documenté un petit peu ces comités de pilotage. Donc, il expliquait, en fait, on fait venir toute l'équipe. Est-ce qu'il y a un représentant élu ou est-ce qu'il y a toute l'équipe? C'est bien de faire venir toute l'équipe, parce que c'est le travail de l'équipe, et donc du coup, c'est elle qui présente tout son travail. Donc, il y a tout ce genre de choses, de petits conseils qui donnent. Aussi, sur le sujet de la roadmap, on a essayé de repartir sur une roadmap à minima sur les 6 semaines. En fait, on a un objectif chiffré, on a un plan, donc on devrait être capable de donner au moins de la visibilité sur les 6 prochaines semaines, si ce n'est sur les 3 prochains mois, quitte à poser des hypothèses en disant sachez qu'à tout instant, si ce projet on le teste et qu'il ne marche pas, on va l'arrêter. Donc la roadmap va bouger et c'est pas grave. Mais ça permet aussi de retrouver de la visibilité dans l'entreprise. Bon, pour conclure, on voulait vous repartager, donc vous avez compris sur la communication, c'était pas vraiment un succès au démarrage, donc on travaille encore là-dessus. Le premier très bon succès qui nous a vraiment fait plaisir quand on a changé de mode de travail, c'est le niveau d'énergie. En fait, quand on a réorganisé les équipes comme ça a eu un effet sur plein de zones de notre organisation. Ça a vraiment remotivé tout le monde, ça a rendu la possession de notre produit à tous les gens dans l'entreprise, ça a permis des échanges, beaucoup plus de discussions, beaucoup plus d'idées partagées. Ça a aussi permis de créer des discussions. Moi, j'ai commencé à discuter avec des techs de sujets de comment est-ce qu'on va aller valider une hypothèse en quali. C'était super intéressant, ça faisait 1 an que j'étais là, on n'en avait jamais parlé, et puis là, d'un coup, on se pose ces questions et on en parle ensemble. C'était très agréable. Quelque chose qui a un peu moins bien marché, c'est qu'il y a eu un peu une adoption à 2 vitesses. Si intellectuellement, on est tous d'accord pour se dire c'est super, on a un objectif chiffré, on va être autonome, on va l'atteindre, la réalité, c'est que ce n'est pas non plus hyper confortable pour tout le monde. En fait, il y a des gens aussi qui étaient bien avec le mode qu'on avait avant, où il y avait plutôt l'équipe produit qui fournissait ses maquettes, et puis on les costait, on les développait. C'était un peu la routine, et on travaillait comme ça. Côté produit, de la même façon, il faut changer un peu son mode de travail on me donne un projet, je le découpe en user story et puis je le fais développer, à on me donne un projet et puis je commence à me poser les questions de quelles sont les hypothèses et puis est-ce qu'il n'y a pas un autre projet qui peut mieux marcher, et puis je vais aller défendre que ce projet peut mieux marcher, et puis je vais le tester et puis je vais le livrer. Et donc du coup, ces changements-là, ils ne sont pas évidents, ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement aussi dans les équipes. Et donc c'est normal aussi qu'il n'y ait pas 100% de l'organisation qui du jour au lendemain passe à ce mode-là et soit au même niveau d'énergie et au même niveau de capacité de livraison sur ces sujets. Un autre apprentissage, c'est que en fait, vous allez donner une impression de vélocité, de vitesse et de capacité à exécuter vite, surtout quand vous êtes dans le mode test, puisque comme je vous l'ai dit, on fait les choses moins bien, on veut apprendre plus vite. Et donc, un des risques, c'est de se dire finalement, on va essayer de vachement charger la barque dans les équipes et d'essayer d'emporter un maximum de sujets, quitte à paralléliser à l'extrême et à se retrouver du coup dans une situation où on ne livre pas grand-chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans la théorie sur le sujet. Il y a aussi pas mal de littérature qui explique le nombre de sujets en parallèle par personne et l'impact que ça peut avoir notamment sur le cerveau. Je vous laisse regarder, il y a des études intéressantes sur le sujet. Nous, globalement, ce qu'on a appris, c'est que sur des équipes qui font globalement une dizaine de personnes, produits et tech, on avait la capacité à traiter 2 sujets en parallèle. Alors ces 2 sujets en parallèle, ça peut être 2 sujets plutôt en mode réalisation, industrialisation, ou ça peut être
un gros sujet et N petits tests qu'on va vouloir mener en parallèle sur les 2 semaines de sprint qu'on va faire. Du coup, c'est important de se le dire parce que, encore une fois, mener un changement d'orga et finalement se retrouver dans la situation un peu chaotique où on essaye de tout faire mais on ne fait rien correctement, pareil, c'est important de poser des limites et du coup d'apprendre un peu. Nous, on vous a donné cette métrique des 2 sujets en parallèle, peut-être que dans votre contexte ça sera autre chose, mais en tout cas c'est important de connaître ces limites, histoire de continuer d'avancer de manière efficace. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait tuer des projets, donc ça Christopher vous l'a dit, donc ça veut dire simplement, je considère qu'on fait moins de gâchis. Faire moins de gâchis, ça veut dire, et notamment pour un CTO, c'est important à long terme, maintenir moins de choses, moins de code, moins de choses qui sont plus ou moins utiles. Et du coup, c'est de se donner aussi à l'avenir une capacité à toujours avancer plus vite et maintenir quelque chose d'assez frugal, mais qui est le nécessaire pour faire marcher votre entreprise. Et je crois que c'est important de viser ce but, histoire de pouvoir avancer sereinement. Bon, et puis pour conclure, notre dernier apprentissage, c'est qu'en fait, il nous a fallu plus de product managers. Alors ça, c'est assez intéressant. Moi, quand je suis arrivé chez Meilleurs Agents, on n'arrêtait pas d'engueuler Nico en lui disant « mais recrute des développeurs, il n'y en a pas assez, on ne va pas assez vite, c'est parce qu'il n'y a pas assez de développeurs ». C'était globalement ça la théorie de l'époque. Bon, Nico a fait le job, il a recruté aussi par ailleurs. Mais du jour au lendemain, en fait, on a changé de mode d'organisation. Et puis là, d'un coup, on a demandé au product manager de faire en fait beaucoup plus. Beaucoup plus de com, beaucoup plus de tests, beaucoup plus de quali, sortir beaucoup. En fait, on leur a demandé de faire vraiment l'intégralité du scope du métier. Pas juste la partie où je vais découper et traduire une spécification et je vais la faire en spécification technique et puis je vais m'assurer qu'il y ait des maquettes et puis on la développe. En fait, on leur a demandé de faire l'intégralité de la chaîne. Et donc, du jour au lendemain, en fait, c'est nous qui sommes devenus les goulots d'étranglement de l'entreprise. C'est de notre côté où on n'arrivait plus à tester assez vite, valider les hypothèses assez vite, les montrer assez vite. Et donc, du coup, ça a un peu repoussé la pression sur nous. Donc, on recrute. Je passe le message s'il y a des gens qui veulent me parler à la sortie. Mais en fait, ça nous a aussi fait sentir ce manque, et vraiment quasiment du jour au lendemain, où d'un coup, la pression est retombée sur nos équipes. Et donc, il a fallu recruter, puis mettre en place des plans de recrutement, former les gens aussi, parce que tout le monde ne fait pas aujourd'hui toute cette chaîne de delivery, discovery. Et donc, du coup, on a mis en place tout ce qu'il faut pour être capable de recruter à différents types de niveaux, former les gens, les accompagner quand ils arrivent, les mettre aussi au carré sur ce type de méthode. Merci. Merci.